Avant de commencer, je voulais vous dire un truc super cool. Le samedi 27 juin, je serai à la Fnac de Limoges de 14h à 16h pour une séance de dédicace de mon livre. Évidemment, vous pourrez l'acheter sur place si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi venir avec votre exemplaire. Il n'y a aucune obligation d'achat. Franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous, échanger autour du livre, de la chaîne, ou même juste dire bonjour. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Pour le moment, c'est la seule séance de dédicace prévue, donc j'espère vous y voir nombreux. Depuis le début des finales NBA, j'ai l'impression d'entendre ça et de lire ça partout dans les commentaires. De'Aaron Fox doit partir de San Antonio. Ouais, déjà, alors que le mec est arrivé il y a à peine un an et demi et que les Spurs viennent de faire les finales NBA. Pourtant, faut peut-être regarder la réalité. Plus je repense à ces playoffs, et plus je me demande si l'avenir de ces Spurs, il est pas déjà ailleurs. Ouais, San Antonio a perdu 4-1 en finale contre les Knicks, ça pique, mais en vrai, je pense qu'il faut quand même relativiser. Cette team, elle était pas du tout censée être déjà là aussi haut, aussi vite. Ils ont sorti le champion en titre en finale de conf, ils ont vécu des matchs énormes, et en fait, ils ont grandi tellement rapidement que déjà, ils doivent prendre des décisions de contender. En gros, les choses se sont accélérées à vitesse grand V à San Antonio, et c'est bien pour ça que d'un coup, le dossier De'Aaron Fox devient si intéressant. Au passage, sachez-le, je tiens à le dire, les sondages Instagram sont en pause actuellement. Entre la draft, la free agency et tout ce qui arrive cet été, je sais à peu près les vidéos que je vais faire là dans les prochaines semaines. Mais bon, allez quand même me suivre là-bas parce que promis, les sondages vont revenir très vite, et mine de rien, finalement, c'est aussi le réseau sur lequel je suis plus actif. C'est là-bas que je réponds le plus, et c'est là-bas que vous aurez un maximum d'infos sur tout ce que je fais, tout ce que je produis, toute l'actu en gros. Et puis d'ailleurs, tant qu'à faire, pensez à vous abonner ici aussi, sur cette chaîne, parce qu'avec tout ce que je vous ai prévu, ce serait bien dommage de manquer quoi que ce soit. Mais ouais, aujourd'hui, je vais pas vous faire croire que De'Aaron Fox est devenu nul en quelques matchs de playoff, je vais pas abuser. Évidemment qu'il reste un bon joueur. Le truc par contre, c'est de savoir si son jeu, son rôle et son salaire collent encore avec la timeline et les besoins des Spurs. On va parler de son prix, de son feat avec Wemby, de la montée en puissance de Dylan Harper, du marché. Bref, on va vraiment poncer le dossier autant que possible. Allez, installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qui, il y a quelques mois, aurait pu paraître complètement absurde. Bon, avant d'ouvrir pour de bon le dossier De'Aaron Fox, j'ai quand même envie de poser un truc. Là, depuis quelques jours, j'ai vu passer des réactions comme si la défaite des Spurs en finale était une catastrophe. Les gars, ils viennent de gagner 62 matchs en saison, deuxième bilan de l'Ouest, top 4 en attaque, top 3 en défense, alors que beaucoup les voyaient autour de 45 victoires. C'est pas une progression normale, c'est une fusée qui a décollé beaucoup trop vite. Et ça, quand on fait les débriefs, là, récemment, je trouve qu'on l'oublie un peu trop rapidement. Parce qu'en playoff aussi, leur parcours est tout sauf anodin. Portland au premier tour, Minnesota ensuite, puis surtout Oklahoma City en finale de conférence, le champion en titre, la référence de l'Ouest, et les Spurs vont les chercher dans un Game 7 chez eux. Quand tu sors OKC de cette manière-là, tu ne peux plus être considéré comme une simple équipe prometteuse. Là, on parle plus seulement d'une petite équipe sympa qui doit développer ses jeunes tranquillement. Non, ces Spurs-là, c'est déjà un projet ambitieux. Parce que même ce 4-1 contre New York est un peu trompeur. Les Knicks méritent leur titre, y a rien à dire, bravo à eux. Mais San Antonio n'a pas pris des roustes. Le Game 2 se joue à 1 point, le Game 4 aussi, le Game 5 à 4 points. Le vrai problème, c'était les moments qui décident le sort des matchs. Les Spurs avaient le talent, il leur a manqué la maîtrise. Et c'est là, en fait, je trouve autour de ça que le sujet devient vraiment sérieux. Les Spurs n'ont pas besoin d'être sauvés, on n'est pas sur une franchise en panique totale. Le vrai sujet, c'est la suite. Quand tu viens de faire les finales NBA, tu ne peux plus regarder ton roster comme une équipe qui découvre ce que c'est la cour des grands. Tu dois te demander très vite qui t'aide vraiment à progresser en tant qu'équipe, et à gagner, bien sûr. À partir de là, certains dossiers prennent une autre dimension, évidemment, mais avant de tomber sur Fox, il faut quand même remettre quelque chose au clair. Au moment où il est arrivé à San Antonio, ce trade avait du sens. Quand les Spurs vont chercher De'Aaron Fox en février 2025, la logique est claire. Ils ont déjà Wembanyama, mais ils ont besoin d'un vrai extérieur capable de simplifier l'attaque, créer sur demi-terrain, accélérer en transition, attaquer le cercle, provoquer des aides et porter la balle quand le match devient plus sérieux. Demander à Victor, à seulement 21 ans, de tout porter tout le temps, c'était beaucoup trop. En faisant venir Fox, les Spurs ont accéléré leur timeline, oui, ils ont dépensé des assets, mais globalement, en tout cas sur le moment, je trouvais que c'était bien ce qu'ils faisaient. Dans le deal, San Antonio lâche plusieurs joueurs, des seconds tours et 3 premiers tours de draft. Sa venue n'est pas gratuite, loin de là, mais au moins les Spurs n'ont pas touché au noyau important. Castle, Vassell, Keldon Johnson et Wembanyama restent là. En gros, ils ajoutent un meneur All-Star sans sacrifier leur groupe. Et mine de rien, le profil de Fox, au moins sur le papier, cochait énormément de cases. Juste avant son arrivée, il tournait encore à 25 points, 6 passes et 5 rebonds avec Sacramento. C'était pas un vieux nom récupéré par nostalgie.
nostalgie, c'était un meneur de 27 ans dans son prime, déjà All-Star, déjà All-NBA, encore capable de mettre une pression énorme sur les défenses. Dans ses meilleures années, Fox c'est une vitesse folle, un premier pas létal, des drives fulgurants, de la contre-attaque et même un peu de shoot. Le faire jouer à côté de Wemby, c'était une idée plutôt excitante. Vraiment, dans le projet, tout de suite, j'imaginais le délire assez facilement. Si la défense se resserre sur Wemby, Fox attaque les couloirs libres. Si elle ferme la raquette sur Fox, Wemby punit. Et surtout, Fox devait apporter une solution quand l'attaque bégaye, quand le match devient tendu. Et à l'époque, cette partie-là de son CV comptait énormément. Fox arrivait avec une vraie image clutch. En 2023, il devient le premier clutch player of the year de l'histoire. Puis en playoff, contre Golden State, il confirme. Plus de 27 points, plus de 7 passes et 38 points dès son premier match, tout en défendant sur Stephen Curry. Face aux Warriors, champions en titre, c'était super fort. Franchement, à ce moment-là, beaucoup de monde aurait signé pour un tel projet. Ça paraissait être un très bon coup pour les Spurs. Sauf que maintenant, 1 an et demi après, faut faire le bilan et faut regarder ce qu'il a apporté quand ça comptait vraiment. Le souci avec les playoffs de Fox, c'est pas juste l'adresse, rater des tirs ça arrive. Là c'est plus large, ses moyennes statistiques baissent, son efficacité aussi, et surtout plus les séries avancent, moins tu sens que le gars est serein quand il tient le volant. Pour un meneur All-Star censé être ton catalyseur dans une équipe aussi jeune, franchement c'est problématique. Pourtant je lui demandais pas non plus d'être Michael Jordan ou LeBron James Prime, juste d'être le De'Aaron Fox qu'il était censé être, et je vais être honnête, ce joueur-là, pendant ses playoffs, j'ai eu du mal à le retrouver. En finale de conférence, déjà, ça commence à sentir mauvais. Autour de 11 points de moyenne, 36% au tir, à peine plus de 20% à 3 points. Et contre New York en finale, même chose, moins de 13 points, 34% au tir et 25% de loin. Quand ton option 2 te choque complètement, les défenses sont plus tranquilles. Elles chargent Wemby sans hésiter, elles acceptent certains tirs des role-players, et pour les Spurs, tout devient plus compliqué. Dans le match 5, par exemple, alors que j'attendais en plus qu'il se rattrape après son match 4 catastrophique en termes de choix de jeu, il m'a fait vriller. Match de l'élimination, match décisif. Mitch Johnson lui donne 37 minutes et lui ne met que 7 points à 3 sur 15 au tir. Bon, un seul mauvais match n'efface pas le reste de sa carrière évidemment, mais là ça arrive après plusieurs matchs où tu attends encore qu'il reprenne le contrôle. Ce n'est jamais venu. Pourtant, je demandais pas un Fox à 35 points. Les Spurs non plus d'ailleurs. Je demandais juste un Fox un minimum fiable. Et ouais, j'en parlais juste avant. Le moment qui résume le plus ce malaise, c'est la deuxième mi-temps de ce match 4. Vraiment, il faut que j'en parle un peu plus. Sur la feuille, Fox finit avec 13 points, 7 passes et 4 pertes de balles. C'est pas beau, mais c'est pas non plus un naufrage absolu. Mais dans le money time, l'action qui reste, c'est celle-là. Les Spurs sont à +1, il reste une dizaine de secondes et Fox attaque trop vite au lieu de tuer le temps. OG Anunoby le contre, faute ou pas, je m'en fous. Fox avait juste à garder la balle pour éviter une situation litigieuse et compliquée. Toute la défaite ne vient pas de là, bien sûr, mais pour moi, cette image résume parfaitement la violence de la qualité mauvaise de sa fin de playoff. Dans ces moments-là, ton joueur qui est censé être le plus expérimenté doit apporter de la sérénité, pas encore plus de panique. On parle quand même d'un joueur de 28 ans, et même si avant cette saison il n'avait jamais gagné une série de playoffs, le basket NBA il connaît. À moins que tout le monde, au final, se soit mis à penser qu'il n'était pas aussi mature que ce qu'il l'était réellement. Et c'est là que je suis embêté. Très souvent, Fox a fait l'exact inverse de ce que l'on attendait de lui quand on l'a fait venir. Des tirs trop tôt dans la possession, des drives mal choisis, des ballons perdus au mauvais moment. Si on regarde les stats de ses pertes de balles, c'est pas non plus catastrophique. Par contre, quand on regarde le timing à chaque fois, c'est un cataclysme. Et en finale NBA, faire les bonnes choses dans le bon timing, c'est clairement pas un détail. Après, je vais pas non plus vous faire croire qu'il a complètement été inutile du début jusqu'à la fin de ses playoffs. Il a eu ses moments, ses 2 premiers tours sont corrects, il a mis des tirs importants, notamment dans le Game 3 des finales, il a parfois aidé à organiser, à soulager les autres porteurs de balles parfois trop sollicités pour leur âge. Donc non, on va pas faire comme s'il avait tout raté tout le temps, n'empêche que sur la globalité des playoffs, désolé, son apport n'est pas suffisant, il n'a jamais apporté aucune stabilité, et pourtant c'est tout ce que je lui demandais. Voilà le vrai reproche que j'ai à lui faire à la fin de ses playoffs, mais je veux quand même apporter une nuance. Fox n'était visiblement pas à 100%, et ça on ne peut pas le zapper. Il manque carrément le Game 1 de la finale de conférence contre OKC à cause d'une douleur à la cheville droite. À ce niveau-là, quand un titulaire rate l'ouverture d'une série aussi importante, c'est que le problème est réel. Parce que son jeu se construit beaucoup, et avant tout sur sa rapidité, sur son premier pas. Fox, c'est les appuis, la vitesse, les changements de rythme, le défenseur dans le rétroviseur en 2 dribbles. Si sa cheville limite sa poussée, il perd de la séparation, il finit moins bien, il hésite davantage, et quand ta menace numéro 1 c'est la pression vers le cercle, et perdre un peu d'explosivité, ça peut te casser une grosse partie de ton jeu. Donc oui, ça explique peut-être, partiellement, un petit peu ses galères, mais ça peut pas tout expliquer non plus. Quand tu joues 35 ou 37 minutes, quand tu prends les tirs importants, quand t'as la balle dans le money time, on te juge comme un joueur majeur. La cheville explique le manque de jus, ok, elle explique moins les possessions jouées trop vite, les mauvais timings, les mauvais choix, ou le fait de ne pas simplifier alors que justement ton corps ne répond pas comme d'habitude. Il y a des circonstances atténuantes, certes, mais pour moi ça peut pas lui servir de joker qui efface tout, les mauvais choix c'est dans la tête, pas dans la cheville. Donc je vais pas faire semblant que la blessure ne compte pas, elle a sûrement pesé, mais en finale NBA, il y a toujours des mecs diminués. À un moment, la question devient simple, est-ce que tu arrives encore à apporter ce qu'il faut sans pénaliser ta team? Si
ta cheville t'en empêche, c'est que t'as rien à faire sur le terrain. Et perso, je pense qu'en finale, c'était plus du tout une histoire de cheville. Et le truc en plus, c'est que si d'un côté Fox a été mauvais, Dylan Harper, lui, a été plutôt très bon. Parce que si Harper n'avait rien montré dans ses playoffs, le débat serait beaucoup plus simple. Fox était diminué, il a raté ses playoffs, il reviendra en bonne santé l'an prochain et on repart avec lui, c'est réglé. Sauf que Harper a ouvert une porte que les Spurs ne peuvent plus fermer. On parle du pick 2 de la draft 2025, donc le talent, on le connaissait déjà, mais entre être un gros prospect et répondre présent en finale NBA, il y a un vrai monde. Ouais, on parle plus du tout du petit rookie mignon qui met 2 paniers et retourne s'asseoir gentiment sur le banc. Pendant ses playoffs, Harper n'a pas juste fait acte de présence. Sur cette post-season, il tourne à 14 points de moyenne. Sur les finales, il monte à 18 et sur ses 2 derniers matchs, il score plus de 20 points. La montée en puissance est réelle. Même en sortie de banc, il donne parfois une impression plus propre que Fox. Moins de forcing, moins de déchets, plus de choses naturelles dans son jeu. Et le Game 5, forcément, et encore plus quand on voit comment Fox a été maladroit, il pèse énormément dans cette discussion. Dans un match synonyme d'élimination, Harper plante 25 points en sortie de banc, 25 points en finale NBA pour un rookie alors que les Spurs cherchent désespérément de l'attaque. L'image est forte, le meneur titulaire galère, le backcourt souffre et c'est le gamin qui donne le ton. Sur l'ensemble de la finale, il tourne à près de 50% au tir avec beaucoup moins de déchets que Fox. Les rôles ne sont pas les mêmes bien sûr, mais t'es obligé de te poser des questions quand tu observes ces chiffres. Surtout que le truc le plus intéressant, c'est même pas les stats en vrai. Avec Harper, je trouve qu'il y a un feeling assez naturel avec Wemby. Il pousse quand il faut, il attaque quand la défense est en retard, il ressort vite et il ne donne pas l'impression de vouloir jouer sa vie sur chaque possession. Avec Victor, c'est précieux. T'as pas forcément besoin du plus gros CV, t'as besoin du gars qui rend le jeu plus simple pour tout le monde. Harper sait faire ça et mentalement aussi, je l'ai trouvé très bon. Maintenant, je suis pas non plus en train de dire que Harper peut déjà être capable d'être meilleur que De'Aaron Fox sur une saison complète. Allons-y tranquillement. Mais le débat commence à prendre place et c'est normal. Harper a peut-être trop montré maintenant pour rester tranquillement derrière Fox dans la rotation. Et en face, Fox va coûter presque 50 millions par an. À ce prix-là, tu prends de la place. Dans le 5, dans les fins de match, dans la hiérarchie, dans le salary cap. Donc si Harper représente ton futur et qu'il peut déjà aider en finale, tu ne peux pas juste faire comme si de rien n'était et le laisser derrière un Fox moins utile malgré son plus gros statut. Maintenant, encore une fois, je veux prendre des pincettes et faire attention à pas trop me précipiter dans mes jugements, à pas trop m'enflammer. Harper a été très bon, oui, mais ça reste un rookie. Il n'a jamais porté une équipe sur 82 matchs, encore moins une équipe finaliste. Puis les playoffs, on connaît, ça grossit tout, ça exagère tout. Un bon match et ça fait de toi le futur patron. Un mauvais match et du jour au lendemain, on veut t'envoyer aux Shanghai Sharks. La saison régulière, c'est bien différent. Sortir du banc en finale et être responsable de l'attaque d'une équipe contender, franchement, c'est pas le même métier. Quand tu deviens meneur titulaire d'une équipe attendue, les défenses te challengent vraiment. Les meilleurs défenseurs te mettent plus de pression, les aides arrivent plus tôt, et tu ne peux pas seulement apporter une étincelle, tu dois contrôler, gérer les soirs sans adresse, organiser quand le rythme baisse, protéger la balle, sentir quand chercher Wemby. Harper a montré qu'il avait le talent pour apprendre ce métier sur quelques semaines, pas encore qu'il pouvait le faire à ce niveau-là tous les soirs. Surtout qu'en plus de ça, après une finale NBA, pour lui, le contexte pourrait changer du tout au tout. Cette saison, quand Harper perdait des ballons ou traversait un mois compliqué, tout le monde disait « normal, il est jeune, il apprend ». Maintenant, les Spurs viennent de jouer la finale. La saison prochaine, on va attendre une confirmation. Donc si tu donnes beaucoup plus de responsabilités à Harper, tu lui donnes pas juste du temps de jeu, tu lui donnes aussi une pression énorme qu'il devra absolument assumer. C'est là que je me dis que brûler trop d'étapes d'un coup, c'est pas forcément lui rendre service. Croire en Harper ne veut pas dire forcément lui donner tout de suite. Les Spurs peuvent augmenter son rôle, le tester plus souvent avec Wemby, lui donner certaines fins de match, sans forcément faire de lui le patron officiel dès octobre. Entre simple remplaçant et chef d'orchestre d'un finaliste NBA, il y a beaucoup de rôles possibles à envisager. Par contre, ce que je pense, c'est que Harper est déjà bien trop bon pour être traité seulement comme un remplaçant classique. Mais en même temps, il est peut-être encore trop jeune pour qu'on lui donne définitivement le volant d'une équipe qui vise le titre. Le danger, ce serait de passer d'un extrême à l'autre, le bloquer derrière Fox, puis d'un coup lui donner tout le poids du projet sur les épaules. L'enthousiasme, je veux bien, mais trop se précipiter aussi pour faire ses jugements, je pense que ce serait aussi une connerie. C'est pour ça qu'il faut arrêter de penser avec les émotions, et c'est pour ça aussi qu'il faut sortir un petit peu du duel Fox-Harper, parce que la vraie question, c'est pas de savoir vraiment qui est le meilleur. Le vrai sujet, c'est le puzzle autour de Wembanyama. Avec Victor, tu dois dégager la route, faire de l'espace, prendre des décisions rapides. Il faut des joueurs qui punissent les aides, des créateurs capables de lâcher la balle au bon moment. Si tout le monde veut dribbler dans la même zone, au même moment, tu peux avoir une attaque pleine de talent et qui pourtant ne fonctionne pas. C'est beau d'avoir plein de belles pièces d'un même puzzle, mais si ensemble elles ne s'assemblent pas, ça sert à rien. Wemby, c'est pas juste un grand intérieur qu'on sert quand on y pense. Toute l'attaque tourne autour de lui. Scoring, rebond, tir extérieur, jeu au poste, pick and roll, pick and pop, création depuis la tête de raquette. Les Spurs ne doivent pas construire une attaque d'arrière avec Victor qui doit se débrouiller en fonction d'eux. Ils doivent partir de lui et du bazar qu'il met dans les défenses. C'est ça la clé. Et c'est quand tu penses à ça que tu te rends compte que le profil d'extérieur que tu mets autour de lui est super important. Fox apporte une chose précieuse, la pression sur le cercle. Quand il est lancé, il peut plier une défense avec son premier pas, forcer l'aide, créer un décalage. Mais
mais il culmine autour de 33% à 3 points, et le jeu sans ballon, c'est pas son fort. Fox est meilleur quand il porte la balle, qu'il contrôle, quand il choisit lui-même ses couloirs de drive, et qu'il attaque en sortie de dribble. Si l'action ne commence pas par lui, son impact peut vite baisser, et on l'a souvent vu avec les Spurs. Et dans une équipe avec Wemby, Harper et Castle, ça devient un détail qui compte énormément. Parce que Harper aussi a besoin de toucher le ballon, Castle pareil, il peut créer, et Wemby, lui, doit devenir la priorité absolue. Si tu mets trop de joueurs qui ont besoin de la balle en même temps, sans assez de menaces extérieures constantes, la peinture se charge, les aides arrivent plus facilement, et tu rajoutes du trafic autour de Victor. C'est pas un problème de talent, c'est un problème de clarté, de spacing. Parce que ouais, je viens d'évoquer son nom, mais j'ai pas encore développé, parce que c'est vrai que la présence de Stephen Castle, elle aussi, complique encore plus l'équation. Castle, c'est pas juste un défenseur physique qu'on cache dans un coin, il crée vraiment, il défend fort, il apporte de la taille, du rebond, de la puissance, mais son tir à 3 points n'est pas fou non plus, comme Fox, comme Harper. Donc si tu mets en même temps Castle, Harper et Fox autour de Wemby, t'as énormément de création, mais pas forcément assez de spacing. En playoff, ça peut vite devenir une grosse limite. Donc pour moi, les Spurs n'ont pas vraiment un problème de talent, ils ont un autre problème, et c'est un petit peu un problème de riche. Mitch Johnson a plusieurs gars qui peuvent créer et beaucoup de monde qui veut toucher la balle, donc il faut faire du tri. Qui rend Wemby meilleur, qui rend le jeu plus clair, qui a trop faim de ballon et qui rajoute juste du monde dans la cuisine. Fox, Harper et Castle ont tous leurs qualités, mais les trois ensemble, ça demande une clarté que les Spurs n'ont pas encore totalement. Donc quand tu te rends compte que dans ton puzzle, tout ne s'assemble pas parfaitement, bah ce que tu fais généralement, c'est que tu regardes le prix des pièces. Et Fox, là encore, peut poser de vraies questions. À 15 ou 20 millions la saison, ça me va, tu peux vivre avec ses défauts. À 50 millions la saison, c'est plus du tout la même. Et là on parle pas d'un petit engagement, Fox jusque-là était encore payé un peu plus de 37 millions, mais son énorme extension s'apprête à démarrer autour de 229 millions jusqu'en 2030, avec un salaire qui commence à environ 50 millions la saison pour finir à plus de 60 en 2029. C'est pas juste un gros contrat, c'est un contrat qui ne te donne pas le choix. Quand t'es payé aussi cher, tu dois agir comme une superstar qui est payée aussi cher, c'est tout. Et c'est là que l'âge et le profil prennent une importance capitale. À la fin de son deal, il aura 32 ans, c'est pas forcément vieux, mais pour un meneur qui base son jeu sur la vitesse, le premier pas et l'attaque du cercle, c'est pas neutre. Si son explosivité baisse un peu, si son tir ne progresse pas, si son rôle devient moins clair, ce contrat peut vite devenir un vrai handicap. Et là, je me demande si les Spurs peuvent vraiment construire autour d'un Fox qui prend autant de place à la fois sur le terrain, dans les rotations, mais aussi dans le salary cap. Pour le moment, ça va, parce que Wemby, Castle et Harper sont encore sous contrat rookie, mais ça va pas durer, ça. Tu pourras pas du tout prolonger tout le monde si dans ton roster t'as déjà des contrats boulés. C'est bien là que l'avenir de Fox à San Antonio peut poser question, surtout que cet effectif a encore des manques en vrai, c'est pas un produit fini. Ils viennent d'aller très loin, oui, mais ils ont encore de vrais besoins, de la dureté, de l'expérience, de la taille derrière Wemby, peut-être encore un peu de shoot. Donc si Fox montre qu'il peut assumer son contrat en occupant ce rôle, en comblant ses manques, très bien, tu continues de le payer. Mais si son impact est trop irrégulier, si son rôle devient flou, s'il n'est plus totalement aligné avec la version idéale de l'équipe, alors son contrat devient un vrai poids dans le salary cap. Du coup, si on imagine son départ, et je pense qu'à partir de maintenant ce sera la clé, il faudra aussi gérer parfaitement le timing. Là, tu peux encore te dire que c'est un accident, que sa cheville ne l'a pas aidé, et tu peux lui donner une autre chance. Mais si l'an prochain il montre les mêmes limites, alors sa valeur chutera encore, et qui voudra de lui à ce prix-là? D'ailleurs, ce qui peut être le plus intéressant, je pense, à partir de là, notamment pour Brian Wright, ça doit être de regarder le marché. Parce qu'il faut faire attention à un piège, réfléchir à un transfert de Fox, pourquoi pas, mais le transférer juste pour s'en débarrasser, là je suis plus du tout d'accord. On parle d'un joueur encore capable d'apporter de vraies choses, même s'il n'est pas aussi propre, régulier et efficace que prévu. Si les Spurs ouvrent la porte à un départ, ça doit être pour améliorer leur roster, pas juste en réaction après ses mauvaises finales. Et là je pense qu'il peut y avoir encore des équipes qui croient en lui, qui se disent qu'elles peuvent lui offrir un meilleur contexte, de meilleures conditions. Certains GM peuvent penser que ça peut être un bon coup, peuvent se dire que ça peut encore passer, et c'est avec ce genre de team, je pense, que au début au moins, San Antonio devrait essayer de négocier. Par contre, d'autres ne verront que le joueur de bientôt 30 ans qui en plus de ça est surpayé, et là, l'erreur, je pense, ce serait de le brader. Faut pas s'attendre à un trésor non plus, je pense, en échange de lui, mais faut pas accepter non plus de l'échanger contre 3 Twix et un renard empaillé. La façon de penser doit être simple, si un échange ramène un profil qui colle mieux à Wemby, là ouais, t'écoutes. Un Herb Jones pour mettre de l'énergie en défense, un Deni Avdija pour la polyvalence, un Jaden McDaniels pour la longueur, un Trey Murphy pour l'efficacité. Faut un joueur de ce type pour moi, de préférence sur les ailes, qui selon son profil pourra toujours apporter à un endroit ou à un autre. Même un gars du style Dillon Brooks, je pense, avec sa dureté, pourrait énormément apporter dans cette team texane. N'importe quelle offre avec ce style de joueur, je pense que je suis prêt à écouter. Après on négocie. Par contre, si j'étais Wright, j'aurais une grosse ligne rouge à ne pas dépasser, du moins pour l'instant. Si le marché te parle de Fox comme d'un contrat à dégager, tu raccroches ton téléphone, point barre. Récupérer du salaire pour matcher, 2 joueurs moyens et un pic lointain, ça ne sert à rien. Les Spurs viennent de faire les finales NBA, ils sont plus dans le délire construction, on verra dans 3 ans. Là, tu dois améliorer l'équipe, pas transformer un très bon joueur en 3 meubles Ikea dont t'as même pas le mode d'emploi. Au final, vous savez quoi, plus j'y réfléchis, et plus mon avis concernant De'Aaron Fox est clair.
Si je suis les Spurs, je teste sérieusement le marché pour lui dès cet été. Pas pour le dégager, pas pour faire le malin, juste parce que la situation a changé. Quand il est arrivé, San Antonio avait besoin d'un meneur All-Star pour accélérer le projet. Aujourd'hui, Wemby est un monstre, Castle prend de la place, Harper pousse très fort au même poste. Tu peux plus faire comme si le paysage était le même. Donc oui, la porte doit être ouverte. Ensuite, faut voir ce qu'on peut avoir en échange de lui sur le marché. Si une équipe croit encore suffisamment en Fox avec un autre rôle, un autre contexte, et qu'en face San Antonio peut récupérer de la dureté, de l'expérience, de la défense et de la sérénité dans les moments chauds, oui, tu étudies vraiment ce qu'on te met sur la table. Les Spurs ont aujourd'hui moins besoin d'un créateur dominant qu'à l'époque du transfert. Aujourd'hui, ils ont surtout besoin de mieux entourer Wembanyama avec des profils cohérents, capables de compenser les failles qu'on a vues en playoff. Mais attention à l'excès inverse, si je ne reçois rien de convaincant, et je me dis que ça peut être le cas, je pense qu'il faut pas hésiter à attendre la deadline. À ce moment-là, il y aura de nouveaux candidats, de nouvelles équipes, avec de nouveaux problèmes. Fox aura peut-être repris un petit peu de valeur aussi avec la saison qui reprendra, et s'il y a une team qui a vraiment besoin d'un meneur, elle pourrait peut-être me filer la contrepartie que je veux. Hors de question de vendre Fox au rabais parce que je suis incapable d'être suffisamment patient. À côté de ça, si tu veux vraiment donner les clés à Harper, peut-être qu'attendre février avec Fox qui partage ses responsabilités le temps qui se forme, ça peut être bien. Mais en fait, je veux conclure là-dessus. De'Aaron Fox n'est pas devenu mauvais en quelques semaines. Je pense qu'il peut même faire remonter sa valeur en début de saison prochaine. Le vrai truc, c'est que les Spurs ont peut-être déjà trouvé son remplaçant. Alors oui, je pense qu'il faut le transférer, mais si ça doit attendre la deadline pour recevoir un vrai package cohérent en échange du meneur, je pense qu'il faut pas se précipiter. Son contrat est énorme, c'est sûr, et faut pas s'attendre à des miracles en termes de contrepartie tout de suite, faut en être conscient. Ce que j'imagine, c'est que d'ici février, s'il est bon, je pense que d'autres teams pourraient être intéressés par lui, même malgré son énorme contrat, et si ça peut te permettre de faire la transition avec Harper le temps qu'il devienne le patron du backcourt, bah pourquoi pas attendre la deadline. En tout cas, c'est ma façon de penser, et justement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer cet été, parce que ça va être un vrai feuilleton à suivre. D'ailleurs, dites-moi ce que vous feriez, vous. Dégagez Fox tout de suite, quelle que soit la contrepartie, gardez les deux, avec Dylan Harper, ou alors est-ce que, comme moi, vous preneriez encore un peu plus de patience. Et en cas de départ aussi, vous le voyez arriver où, et surtout, vous voyez qui arriver à San Antonio en échange. Dites-moi tout ça dans les commentaires, la team, j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis sur cette situation qui est bien complexe. Ensuite, vous connaissez, si la vidéo vous a plu, pensez à la booster, c'est super important pour la pousser dans l'algorithme. Puis tant qu'à faire, abonnez-vous ici aussi à cette chaîne, parce que je vous l'annonce en exclu, à partir de maintenant, je passe en mode draft, et je vous l'annonce aussi, il va y avoir du lourd dans les prochains jours. Mais allez, merci pour tout encore la team, portez-vous bien, et moi je vous retrouve directement dans la section commentaires.